Bien, bonsoir à tous qui êtes là avec nous et bonsoir à tous qui nous suivez en visio. Quatrième soirée des entretiens d'EVA, quatrième rencontre autour de notre thème « Une seule terre, que deviennent les projets d'habitat ?» Il y a 3 semaines, lors de notre dernier débat dédié à l'économie ou aux questions, aux économies de ce que l'on nomme la transition, nos invités, Jérôme Maucourant, Geneviève Azam, Nicolas Delon, sont revenus sur le sens des mots, sur le sens du mot économie, sur le sens du mot transition. Et entre l'autonomie de Karl Polanyi et la subsistance d'Ivan Illich, il est apparu cette idée d'une autonomie collective, davantage qu'un oxymore. Cette autonomie collective pouvait incarner une forme d'horizon politique, articulant le local et le moins local, la dépendance et l'interdépendance, et que tout cela posait une question d'échelle, de communauté, de commun et donc de gouvernance. C'est notre sujet ce soir. Comment la complexité du jeu d'acteurs et l'émergence des nouveaux médiateurs peuvent-elles contribuer à redéfinir la relation entre pouvoir économique et intérêt général ? Comment vraiment décider ensemble et passer d'une gouvernance unique à des gouvernances inclusives ? Comment intégrer dans les processus décisionnels les intérêts de ceux qui ne les expriment pas ? Humain du futur, non humain, et que peut l'architecte dans cette entreprise ? L'architecture organise le partage des espaces de la communauté, mais la prise de responsabilité sociale des communautés locales, leur autonomie politique, comment l'accompagner ? Nous touchons là à une limite. Notre hypothèse est de dire que l'autonomie et le commun sont nécessairement reliés par une dynamique d'auto-institution du social et du politique. L'autonomie est collective, c'est une co-autonomie qui se construit autour de communs, qu'il s'agisse de ressources, de lieux, de pratiques ou de principes politiques. En cela, l'aspiration à l'autonomie ne traduit pas une volonté d'isolement, mais au contraire un recentrement autour de ce qui fait communauté, autour de ce qui est propre à une communauté. C'est ce détour par la notion de commun et de bien commun que nous vous proposons d'opérer ce soir avec nos 3 invités pour croiser gouvernance et écologie et tenter de répondre à la question difficile « Quelle éthique pour construire ?» Judith Roquefeld, vous êtes professeure de droit à l'École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, chercheuse au sein de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne. Vous vous intéressez au bien commun et au commun, notamment à la gouvernance des biens communs mondiaux, en particulier du climat. Vous avez publié de nombreux articles sur les formes d'accès et d'appropriation des biens, qu'ils soient culturels, numériques ou environnementaux. Et vous avez notamment co-dirigé la rédaction du Dictionnaire des biens communs, au PUF, 2e édition en 2021. Vous êtes l'auteur de Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne chez Odile Jacob en 2019, ouvrage dans lequel vous analysez sous l'angle juridique les procès actuels contre des États ou des entreprises accusées d'inertie environnementale sous le prisme des biens communs et des communs, 2 notions sur lesquelles vous allez revenir dans quelques minutes. Daniel Payot, vous êtes professeur émérite de l'Université de Strasbourg. Vous avez consacré votre vie d'enseignant et de chercheur à la philosophie de l'art, d'abord au département de philosophie et dans le laboratoire Forme, Présentation, Présence, dirigé par Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe, puis à la faculté des arts. Vos recherches portent notamment sur des auteurs majeurs du XXe siècle, comme Walter Benjamin et Théodore Adorno. Vous avez d'ailleurs consacré ces dernières années plusieurs articles sur les théories esthétiques d'Adorno. Vous êtes aussi un pionnier des questionnements et des échanges entre architecture et philosophie. Vous avez publié Le philosophe et l'architecte chez Oublié en 82, et vous intervenez régulièrement dans les colloques dédiés à cette interface. Willem Pauwels, vous êtes ingénieur, diplômé de l'École nationale des ponts et des chaussées, directeur de l'urbanisme et de l'aménagement de la ville de Boulogne-Billancourt, directeur général de Paris Sud Aménagement. Vous êtes considéré comme un aménageur innovant et vous nous livrerez quelques retours d'expérience tout à l'heure. Je vous remercie tous les 3 d'être là et je vous souhaite un beau débat. Je vous laisse la parole, Judith. Merci de votre invitation déjà. Ravi d'entamer cette discussion. Peut-être un petit détour par quelques éléments de compréhension. On a parlé là dans l'introduction de bien commun et de commun. On entend beaucoup parler, donc je vais juste apporter une clarification. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de bien commun ? Qu'est-ce que ça veut dire de parler
tête, on a en tête l'idée que on va reconnaître socialement, juridiquement, le fait qu'une ressource, c'est mieux, voilà, une ressource entre guillemets, un écosystème, on parle beaucoup de l'eau actuellement en tant que bien commun, a une importance sociale décisive et que pour des buts de conservation, pour des buts de partage des usages, on va lui associer des règles spécifiques qui préservent la ressource et qui permettent un partage des usages l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Alors il y a je dirais des éléments très réussis de bien commun, d'institution d'un bien commun. Par exemple, les monuments historiques, ça n'a pas été sans mal. En 1913, l'institution de l'idée que certains bâtiments, même propriétés privées, peuvent être regardés comme intéressant l'ensemble du public, voire les générations futures. Et donc là, on commençait vraiment à institutionnaliser l'idée qu'il y avait un intérêt commun, même à côté d'un intérêt propriétaire privé. On est en train de discuter, ou plus exactement, la discussion à ce sujet revient sur l'eau actuellement, parce qu'on voit bien que ce qui est en cause dans ces, je dirais, discussions, c'est le fait que ça puisse disparaître, que tout le monde n'en ait pas l'usage, et que ces deux finalités puissent être remises en question. Donc là, je dirais, le bien commun, c'est quand on accepte de reconnaître, aux côtés d'un intérêt privé, ou même sans intérêt privé parce que la chose appartient à tous, les belles choses communes comme l'air, on accepte de reconnaître l'idée d'une nécessaire protection ou d'un nécessaire partage des usages, et on accole des règles sociales et juridiques qui vont avec. Un exemple qui n'a pas été réussi, inversement, est celui du vaccin. On a beaucoup proclamé le vaccin comme un bien commun, comme un bien public, ce qui est un peu autre chose, j'y reviendrai éventuellement, mais on n'a pas associé à cette idée de vaccin bien commun les règles qui allaient avec et qui auraient fait qu'on avait un partage des usages sur la planète de façon efficace. Ça, je dirais, c'est pour les biens communs. On va gravir un échelon de plus quand on va parler des communs ou du commun. En général, des communs au pluriel, c'est une notion qui est associée à Elinor Ostrom, la récipiendaire du prix dit Nobel d'économie en 2009, qui était plutôt politiste. Et quand on parle du commun en France, on l'associe à la pensée de Pierre Dardot et Laval, Christian Laval. Qu'est-ce que ça veut dire si je prends peut-être la doctrine majoritaire? Il y a plein de courants, il y a plein de positionnements. Je vais synthétiser en disant que c'est la réunion de trois composantes. Une ressource ou un ensemble de ressources qu'il est difficile d'approprier. À l'origine, c'était ça l'idée. Une propriété que l'on va partager, et puis, et c'est ça qui change par rapport au bien commun, l'idée d'un gouvernement par des personnes intéressées, plutôt des communautés moyennes dans la pensée d'Ostrom, qui était une pensée pragmatique, enfin qui est induit à partir d'exemples concrets de fonctionnement des systématisations théoriques, et donc un gouvernement par des communautés intéressées de ces ressources pour un écosystème, par exemple de l'écosystème d'une forêt, d'une source, de système d'irrigation. Plein d'exemples sont possibles, et puis aujourd'hui on parle évidemment, on va en parler, je prendrai ces exemples aussi d'habitat participatif ou d'énergie, de systèmes énergétiques en commun. Ce qui est très intéressant dans la pensée d'Ostrom et dans sa réflexion, c'est le but ou les constats qui avaient été faits dans un certain but, c'est-à-dire comment, et c'est notre question dans ce cycle de conférences, il me semble, comment on assure la pérennité des ressources. Et la réponse ici, c'est une réponse bottom-up, c'est-à-dire ascendante, par des communautés intéressées qui s'organisent pour assurer la pérennité d'une ressource, non pas en contradiction avec
je dirais une planification, une stratégie étatique. C'est tout à fait possible de cohabiter dans sa pensée, mais avec une réinterprétation, en tout cas de la propriété, effectivement plus collective, plus relationnelle, et un gouvernement des choses plus collectif. Et l'idée était la suivante, le constat en tout cas était le suivant, puisque c'est un constat à nouveau à partir d'expériences pragmatiques. Le constat était qu'il était possible d'avoir des systèmes d'organisation qui ne soient pas de la propriété privée, qui ne soient pas de la réglementation publique, qui soient un gouvernement par des communautés et qui permettent d'assurer la pérennité de certaines ressources dont on a parlé, je le dis encore, forêt, eau, système d'irrigation dans ces exemples. Et donc, cela s'opposait, alors là, tout à fait clairement à ce qu'on avait en tête aux États-Unis à cette période, puisqu'on est dans un contexte états-unien, qui était la tragédie des communs, l'hypothèse de 1968, ou en tout cas cartographiée en 1968 par Hardin, et qui était l'hypothèse suivante, c'était l'idée que des ressources, entre guillemets toujours, parce que le terme n'est plus très approprié pour tout ce qui nous concerne de façon environnementale, des ressources qui ne seraient pas appropriées privativement, qui ne seraient pas régulées par l'État, iraient à leur perte par surconsommation, par chacun des intéressés. En l'occurrence, l'exemple était un exemple de prairie avec du bétail, des chèvres, et qui aurait évidemment été dilapidée, cette ressource, parce que tout le monde surconsommerait sans se préoccuper du futur. Donc elle démontre, à force d'exemples concrets, que des organisations peuvent précisément assurer la pérennité d'une ressource aussi efficacement qu'une propriété privée ou qu'une régulation étatique. Alors, si on cartographie un peu plus, je dirais en matière environnementale ou en matière d'habitation, ce que peut donner ce type d'idée, on a, je dirais, 3 exemples en matière d'habitation, pour habiter autrement, et je m'excuse par avance si l'auditoire les connaît très bien, parce que ça fait partie, effectivement, j'imagine, de vos préoccupations. Et puis, en matière environnementale ou écologique, beaucoup, je dirais, de réflexion sur ces questions. En matière d'habitation, évidemment, ça a été l'institution, dans les années récentes, en 2014, de l'habitat participatif, ou la réception en France de l'idée d'habitat participatif, c'est-à-dire des projets d'habitat construits à partir de leurs occupants, et précisément, pour reprendre, je dirais, le thème du cycle de conférences, avec des slogans du type volonté d'habiter autrement, avec des idées ou ce qui était avancé comme but, une volonté d'habiter autrement. Alors ça peut être pour la construction et dans l'ensemble de la construction, d'avoir une communauté de construction, ou alors une communauté d'habitation, fondée sur une participation directe des habitants, et aussi avec 2 idées annexes qui sont de plus en plus prégnantes étant donné le contexte. Une première idée qui est de maîtriser des coûts et de partager autrement les espaces, et une deuxième idée qui est d'intégrer dans la communauté participante et dans cette participation directe les intérêts autres que ceux des habitants, des territoires concernés, mais aussi des écosystèmes en cause. Donc on a une extension, je dirais, de la conceptualisation des intérêts en jeu au-delà des habitants, qui était quand même une histoire assez profonde, que ça aille de l'autogestion de Proudhon au mouvement d'après-guerre des castors, hein. On avait toute une historique de l'habiter autrement et de la participation dans l'habitation qui est en train de s'étendre avec des idées de faire participer les intérêts ou de représenter les intérêts des écosystèmes aussi dans ces mouvements d'habitat participatif.
Alors ça c'est intéressant, je vais faire une petite incursion sur ce côté-là parce que ça peut paraître étonnant de dire qu'on va représenter dans une institution sociale, dans une communauté, les intérêts des écosystèmes. Je vous donne un exemple qui est très très abouti du point de vue écologique. On a en ce moment une grande discussion sur les meilleures voies de protection des écosystèmes et beaucoup pousse vers la personnification de la nature, la personnification des glaciers, la personnification des fleuves. On a un exemple de proposition en France avec le Parlement de Loire. La personnification de la Terre dans son ensemble pour l'Équateur et la Bolivie. On a beaucoup, je dirais, de poussées, de pression vers cette direction, avec l'idée que cette personnification permettrait de mettre en avant les intérêts de ces entités naturelles et de les protéger. Il y a un autre mouvement, ou un mouvement, je dirais, annexe. Je pense que la personnification ne va pas sans le mouvement complémentaire, qui est précisément comment on représente ces intérêts. Et le mouvement le plus abouti de représentation de ces intérêts, il a lieu en Nouvelle-Zélande actuellement. C'est la personnification du fleuve Wangani qui a donné lieu à cette institution. Et on a un gouvernement du fleuve. On a un gouvernement paritaire du fleuve. Paritaire parce que siègent à la représentation du fleuve à la fois les tribus maoris qui ont été à l'origine de cette personnification pour des raisons évidemment de représentation, mais aussi des raisons très très politiques de revendication, et puis des représentants de la couronne, du gouvernement néo-zélandais, et puis des représentations de chacun des intérêts. Tout ça pour vous dire, par cette petite, je dirais, digression, qu'on a des expériences de plus en plus poussées de représentation des intérêts des écosystèmes et que dans ces idées d'habitat participatif, il n'est pas exclu, ça demande évidemment un peu d'imagination, mais il n'est pas exclu de représenter, au même titre que les habitants, des territoires ou des écosystèmes. Pour ne pas trop empiéter sur mon temps, on y reviendra si c'est nécessaire, sur, je dirais, les formes d'habitat participatif et sur toutes les démarches citoyennes possibles de ce point de vue. Alors en France, l'état des lieux est très mitigé, évidemment. Ça reste très minoritaire. Ça a été, dès, je dirais, l'origine, très peu porté politiquement, et ça ne l'est plus. Et très peu porté juridiquement, et de nombreux obstacles demeurent, même s'il y a des réalisations vraiment intéressantes, que ce soit en dehors de, je dirais, des sphères où on met d'habitude l'habitat participatif, c'est-à-dire de couples aisés prenant conscience de leur volonté d'habiter autrement, mais il y a d'autres réalisations dans les Pyrénées-Atlantiques pour des compagnons d'Emmaüs, pour des migrants, pour d'autres idées de mélange intergénérationnel dans ces types d'habitats, l'idée étant qu'en concertation, les habitants décident soit de dessiner leur espace, soit de la façon dont ils habitent leur espace. Je disais donc en France, il y a pas mal d'obstacles, des obstacles culturels et politiques, des obstacles financiers, mais ça c'est vrai pour tous les communs, c'est-à-dire l'idée que c'est très difficile d'obtenir un financement lorsqu'on ne rentre pas dans des cadres qui sont connus, qui sont ceux de la propriété privée ou qui sont ceux d'une propriété publique et des marchés publics. Et que faire une place à des montages financiers et juridiques qui sont un peu différents demande beaucoup d'ingénierie et constitue évidemment des obstacles. Donc les obstacles financiers, des obstacles pratiques, car beaucoup, je dirais, d'opérateurs de la viabilisation des terrains, par exemple, ne savent pas comment s'adresser à ce genre de communauté ou à ce genre d'habitants de l'espace. Et puis, des obstacles de coûts et de, je dirais,
d'échelle de valeur. Je vous donne un exemple. C'est vrai que dans un habitat participatif, la décision peut être prise d'avoir des espaces communs beaucoup plus vastes que d'habitude. Et que ça représente un coût qui n'est pas accepté de façon très aisée. En Europe du Nord, en Belgique, on a des réalisations qui sont beaucoup plus, je dirais, massives. Et puis, on a aussi des réalisations conflictuelles. Mais ça, c'est vrai aussi. La revendication de certains biens communs, ça a été le cas de l'eau, des monuments, de la défense des monuments historiques en Italie, peut être très conflictuelle. Ça a été le cas à Barcelone et c'est le cas pour certains espaces à Londres. Deuxième exemple de cette volonté d'habiter autrement et en intégrant possiblement les écosystèmes, on a l'exemple des Community Land Trust qui a été acclimaté encore une fois en France par le bail réel solidaire et avec une idée là beaucoup plus sociale, je dirais, de dissocier, c'est un travail sur la propriété. Ce dont on est en train de parler est aussi un travail sur la propriété, une relecture de la propriété, avec l'idée de dissocier le sol, le terrain et le bâti, et de confier à un organisme à but non lucratif le terrain pour permettre des offres de logement sur le bâti qui ne concernent que l'usage, ou plus exactement, selon les pays, soit des propriétés des murs, soit de l'usage. Un partage, donc, une dissociation du sol et du foncier afin de permettre l'accession à la propriété de certaines catégories qui auraient plus de difficultés. Alors là, on est dans un autre, je dirais, on a l'impression qu'on est dans une autre série de figures. Il y a quand même, et notamment aux États-Unis, des community land trusts avec de la gouvernance des habitants. Ça n'est pas, je dirais, impliqué forcément, mais l'idée qu'il y a des gouvernements tripartites, c'est possible, entre l'organisme qui a le foncier, les habitants, qui a le sol, les habitants qui ont les murs ou l'usage de l'habitation, des conseils d'administration à part égale, tripartites, avec des représentants des territoires, avec éventuellement de la société civile, avec, pourquoi pas, une représentation des écosystèmes. Alors on a acclimaté à nouveau en 2014 et 2016 ces beaux réels, sans, encore une fois, d'énormes succès, mais c'est récent, donc c'est tout à fait possible que des réalisations s'étendent par la suite. Dernier point, et j'en aurai fini avec mon temps de parole, le dernier point qui est peut-être plus prospectif, il est vraiment intéressant à suivre. À mon sens, c'est le statut du sol qui est en train de prendre le sol ou qui est en train de retrouver le sol. La terre, si on avait une lecture, disons, essentialisée des biens communs, la terre a été conçue religieusement, historiquement, comme le bien commun par excellence. Religieusement parce qu'il y avait cette idée qu'elle était détenue par Dieu et laissée aux hommes en usage. Et puis par la suite, historiquement, c'est sur la terre qu'il y a eu les usages collectifs les plus marquants historiquement, les communaux. L'idée que l'appropriation de la terre de façon privée n'était pas une évidence. Et il me semble que pour nos raisons écologiques, le fait qu'on ait asséché les sols, le fait que leurs aménités aient été réduites à néant, le fait qu'il faille se désartificialiser, il me semble qu'on est en train de revenir d'une certaine façon à un bien commun du sol. On verra évidemment comment va se passer l'objectif de zéro artificialisation nette du sol, mais ce retour, je dirais, à une certaine communauté du sol est vraiment intéressante à suivre et de façon prospective semble dessiner quand même des pistes très intéressantes. Je m'arrête là pour cette première prise de parole.
Merci beaucoup. Je prends le relais et je voudrais partager avec vous et poser entre nous comme un matériau de réflexion la définition du commun et du monde commun qu'on trouve dans Conditions de l'homme moderne de Hannah Arendt. Alors un livre, vous allez me dire, qui a été écrit il y a bien longtemps. Effectivement, il a été écrit dans les années 1950, mais il me semble que les intuitions qu'on y trouve continuent de nous parler, et surtout dans la mesure où Hannah Arendt évoque explicitement le risque de disparition, de destruction du commun. Le commun, pour cet auteur, c'est ce qui se trouve entre ceux qui, de manière diverse, habitent un même monde. L'image est celle d'une table autour de laquelle s'assoient des convives. La table les relie, elle leur permet d'être ensemble, mais aussi elle les sépare, elle met de la distance entre chacun d'eux. Le monde commun, écrit Hannah Arendt, nous rassemble, mais aussi nous empêche, pour ainsi dire, de tomber les uns sur les autres. L'idée est apparemment paradoxale. Ce qui assure l'existence du commun, ce ne serait pas un lien substantiel, quelque chose de solide, quelque chose d'immuable, ce serait au contraire une sorte de vide, un interstice, une distance. Idée que Hannah Arendt avait déjà énoncée dans un livre précédent qui traitait du totalitarisme. Elle écrivait « En écrasant les hommes les uns contre les autres, la terreur totale détruit l'espace entre eux. » Conditions de l'homme moderne évoque une société de masse, c'est l'expression, en tout cas dans la traduction française, dans laquelle le monde entre les existants, dit Hannah Arendt, n'a plus le pouvoir de rassembler, de relier, ni de séparer ces existants. Comme si la table autour de laquelle ils étaient assis disparaissait soudain et que rien de tangible ne les séparait plus, donc ne les reliait plus. C'est l'image, tout le monde tombe les uns sur les autres. Le commun paraît ainsi très fragile. Et il semble, pour Hannah Arendt, particulièrement menacé dans la période qu'on appellera celle du capitalisme tardif, qui oppose au mélange de rassemblement et de séparation qui définit le commun toute une série de phénomènes ayant pour effet sa destruction potentielle. Phénomènes de marchandisation, de consommation, de ce qu'elle appelle réification avec d'autres auteurs, dont les moteurs sont le profit et les intérêts privés. Phénomène conjoint de déni de la temporalité, d'oubli que le monde est, dit-elle, ce que nous avons en commun, non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous. Phénomène d'effacement des distinctions entre fin et moyen, entre utilité et sens. Si la valeur d'une chose naturelle tient à son efficacité au sein d'une exploitation totale et n'est plus comprise comme force naturelle, alors elle n'est plus comprise comme chose objectivement donnée et elle se trouve de fait éliminée de l'expérience humaine. Cette dernière remarque nous conduit au phénomène global, clairement repéré par Arendt donc dans ces années 1950. Et ce phénomène global, c'est celui qui a pour effet, je cite encore, de dégrader la nature et le monde au rang de moyens en les privant l'un et l'autre de leur dignité indépendante. Donc cette dignité indépendante, c'est celle de la nature et c'est celle du monde, quand ils ne sont pas conçus seulement comme des moyens
pour une hégémonie humaine. Alors, on ne trouve pas dans Conditions de l'homme moderne le terme d'anthropocène, qui apparaîtra plus tard, une quarantaine d'années après Conditions de l'homme moderne, mais on y trouve déjà l'idée d'un monde purement anthropocentrique que Arendt associe précisément à ce qu'elle appelle la tragédie de la dégradation. Pour elle, l'un des problèmes majeurs que doit affronter l'homme moderne vient paradoxalement de la domination qu'il exerce sur la nature, dans la mesure où cette domination est devenue exclusive, au point d'entraîner ce qu'elle appelle la perte des normes et des règles universelles sans lesquelles l'homme ne pourrait édifier un monde. L'homo faber, le créateur de l'artifice humain, a toujours été destructeur de la nature, ajoute Hannah Arendt. Mais aujourd'hui, cette destruction se retourne contre lui, elle menace l'existence même du monde au sein duquel il peut exercer son activité créatrice ou fabricatrice. Mais si Arendt critique sans réserve le pouvoir hégémonique de l'homo faber, elle n'entend pas nier complètement son rôle, sa contribution spécifique. Sans lui, sans l'effectivité de la fabrication d'objets au sens large, d'artefacts posés sur cette table autour de laquelle se tiennent les convives, donc sans lui, il n'y aurait pas de monde du tout, et donc pas d'espace commun, partagé et habitable. C'est pourquoi elle formule la question à laquelle nous confronte cette érosion du commun. Elle la formule, cette question, dans un vocabulaire qui est encore celui de la décision ou celui du projet. Je cite, « Comment maintenir la cohésion d'une collectivité dont les membres ne s'intéressent plus au monde commun, par lequel ils ne se sentent plus reliés ni séparés ». Dans des termes un peu différents, cette même question a été formulée quelques décennies après Conditions de l'homme moderne par Richard Sennett. Dans un livre intitulé « Les tyrannies de l'intimité », qui a été publié aux États-Unis dans les années 70 et assez rapidement traduit en français, cet auteur disait de la civilité qu'elle consiste, je cite, « à traiter les autres comme s'ils étaient des inconnus, des étrangers, à forger entre eux des liens sociaux respectant cette distance première ». Donc dans cette distance première, je vois un écho de la table qui relie et sépare, qu'on trouvait chez Hannah Arendt. Et puis, il définissait aussi l'urbanité comme creuset dans lequel la diversité des intérêts, des goûts, des désirs humains se transforme en expérience sociale. Mais c'était pour analyser la désintégration de l'une et de l'autre, de la civilité et de l'urbanité, et une régression du commun, de l'espace entre, de l'espace partagé. En 1997, dans une conférence, il parlait ainsi d'absence de citoyenneté, d'absence de structure sous-tendant une socialité, d'absence d'engagement réciproque entre inconnus ou étrangers, d'absence de ce qu'il appelait la participation mutuelle. Et il se retrouvait ainsi devant, au fond, la même question que Hannah Arendt, que lui formulait ainsi: comment pouvons-nous créer de l'urbanité là où la participation mutuelle a disparu? Question qu'il adressait directement aux architectes, dont il disait qu'ils ne sont pas en mesure de construire l'axe social, mais ont néanmoins le devoir de le faire. Donc vous voyez la difficulté. Bien sûr, ce ne sont pas les architectes qui créent
ce qu'il appelle l'axe social, la socialité, mais ils ont le devoir de faire comme s'ils avaient cette capacité. Alors, chez Sénète, comme chez Arendt, la question a pour présupposer que nous ne pouvons pas nous passer du commun, parce que sans lui, il n'y a plus pour nous de monde. Mais si le commun manque, que pouvons-nous encore faire ? La réponse d'Arendt consiste à définir le monde commun comme lieu de rencontre, abordé, vu, vécu nécessairement à partir de places différentes, comme les convives occupent des places différentes autour d'une même table. Et elle écrivait « Le monde commun prend fin lorsqu'on ne le voit que sous un seul aspect, lorsqu'il n'a le droit de se présenter que dans une seule perspective. » Et en écrivant ça, qui est tout à fait désespéré, en même temps, elle ouvrait une voie, certes étroite, mais quand même, une voie de sauvetage possible. Multiplication des perspectives, prise en compte de situations, d'expériences, d'habitus multiples, le respect de cette multiplicité de milieux étant par lui-même susceptible de dessiner en creux un espace commun vivable. Sénète, lui, cherchait la réponse plutôt du côté de la fiction, de la narration, de ce qu'il appelait la création d'une illusion, mais une illusion très nécessaire. Alors il s'agit, disait-il, d'accepter d'abord une certaine fiction de la citoyenneté, une fiction qui prétend que tout ce qu'il faut faire, c'est d'enlever les barrières physiques pour que le contact social ait lieu. Donc une sorte de comme si. Faisons comme si il suffisait d'enlever les barrières pour que, presque spontanément, la socialité, l'urbanité, la citoyenneté se reconstituent. Faisons comme si. Donc cette fiction, disait Sénète, suppose que les gens veulent se rencontrer, qu'ils veulent aller au-devant les uns des autres. Ainsi, le rôle de l'architecte, de l'urbanisme, est-il, selon lui, de mettre en œuvre cette fiction de la socialité selon laquelle les gens veulent se rencontrer. Et Sénète donnait 4 orientations susceptibles de nourrir cette fiction. Je les cite simplement très rapidement, on y reviendra si vous le souhaitez. Il parlait d'horizontalité, c'est-à-dire de relations non hégémoniques. Il parlait de noyau de densité plutôt que de densification homogène. Il parlait, c'est une citation, de violation éthique de la loi selon laquelle la consommation est reine. Et il mettait enfin l'accent sur les bords, les limites entre différentes zones où une interaction peut devenir possible. Dans l'un et l'autre cas, chez Sénète comme chez Hannah Arendt, on trouve peut-être quelques linéaments d'une éthique du construire, dont les quelques propositions de base, encore bien élémentaires, pourraient être 1. Ne pas renoncer malgré tout à l'affirmation du commun. 2. Le définir non comme plénitude, substantialité, homogénéité, unidimensionnalité, mais comme ce qui relie en séparant, comme espace entre, n'appartenant à personne, ne portant aucun signe d'appropriation exclusive. 3. En ce sens, voir l'espace commun comme la résultante d'une multiplicité de modes d'existence différents, irréductibles les uns aux autres, et cohabitant sans domination hégémonique d'aucun. Et enfin, 4. Faire du commun l'enjeu d'une possibilité d'interaction et interrelation entre milieux hétérogènes, humains et non humains, artificiels et naturels, et en insistant pour finir sur cette interrelation entre humains et non humains, j'ai l'impression de tirer les textes de Arendt et de Sénète vers
des préoccupations qui nous sont plus contemporaines et qui l'étaient beaucoup moins pour eux. Pour ces deux auteurs, évidemment, la socialité était vue d'un point de vue, je ne dirais pas exclusivement humain, puisque vous avez entendu qu'Hannah Arendt parle bien de la nature, etc. Mais malgré tout, les solutions étaient cherchées de façon prioritaire, voire seulement du côté d'une cohabitation humaine. La question des milieux et des relations entre milieux humains et non humains a, je crois, percé très nettement depuis ces années, disons, 50 pour Arendt, 70, 80, 90 pour Richard Sennett. Ce sont deux auteurs que j'ai cités, mais bien entendu, il y en aurait eu bien d'autres à évoquer. Je vous passe la parole. Merci et bonsoir à toutes et tous. Je vais vous faire plusieurs aveux de faiblesse. Premièrement, je suis un besogneux. Mon métier est de produire des morceaux de ville, d'en transformer certains. Je vous dis ça non pas par fausse modestie ou tout simplement par modestie, j'en suis bien loin de tout ça, mais tout simplement les propos que je vais pouvoir vous tenir ne tiennent pas de rigueur scientifique, sont plutôt sur du vécu au quotidien, du sentiment, parfois des choses un peu mémorielles, des choses parfois exacerbées, qui concourent au fait de bien ou mal produire la ville. On a un métier où on nous demande d'être un super-héros. Globalement, on nous demande de construire beaucoup de logements sociaux, de créer des emplois, avec de la desserte de transport, mais pas de desserte de transport. On nous demande de produire de la nature, des grands parcs, de désimperméabiliser, d'avoir du commerce partout. Et on ne sait pas répondre à tout ça. C'est une équation qui est totalement insoluble pour nous. Donc, globalement, on a plutôt tendance à produire de la médiocrité. Alors, pourquoi on a à produire de la médiocrité ? Je finis avec des éléments plus positifs à la fin. Pourquoi on construit de la médiocrité ? Il y a plusieurs ingrédients à ça. Et effectivement, le sujet d'éthique et de gouvernance est un peu dans tout ça. Moi, j'aimerais bien être un joueur de billard avec ma queue de billard et jouer avec des bandes entre l'éthique et la gouvernance pour pouvoir toucher le point que je souhaite. Mais en fin de compte, je suis plutôt la boule du flipper qui ne sait pas où elle est. Ou la boule je ne sais pas si vous connaissez ce jeu à sous japonais qui est le pachinko, qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs, énormément de bruit, comme l'aménagement fait souvent beaucoup de bruit pour rien d'ailleurs. On est essentiellement dans la non-maîtrise, mais vraiment dans la non-maîtrise. Je ne sais pas où je vais. Quand je gère une opération d'aménagement, je ne sais pas où je vais. Pourquoi je ne sais pas où je vais ? Tout simplement parce qu'il y a toute une somme d'ingrédients, des ingrédients qui sont des rapports de force que l'on côtoie en permanence, des attentes notamment, les attentes de tout un chacun. On parle de commun. Pour moi, producteur de la ville, le commun essentiel, c'est souvent l'espace public. Mais l'espace public, il va être vécu différemment, quelles que soient les personnes, quel que soit le genre de la personne, l'âge de la personne. Un gamin qui a 15 ans n'utilise pas l'espace public comme un salarié qui va au bureau, ou le salarié qui revient du bureau n'utilise pas l'espace public comme celui qui y allait. Le père de famille qui va faire les courses pratique pas de la même façon. La mère de famille qui emmène ses enfants à l'école le pratique pas de la même façon. Et le papy qui a 85 ans, il a besoin de chaises pour s'asseoir. Et tout cet espace public, il confronte des rapports de force entre des usages qui sont totalement différents. Et on a c'est un sentiment, une tendance à une forme, je ne vais pas dire privatisation, mais une spécialisation un peu outrancière de l'espace public aujourd'hui. Après le développement de l'automobile dans les années 50, 60, 70, on traite les pistes cyclables comme les ingénieurs que je suis traitent les pistes cyclables comme ils traitaient les voiries il y a une trentaine d'années. On côtoie des gens des vélotaffeurs qui estiment qu'une piste cyclable c'est 30 km/h, mais qu'il en faudrait une autre à côté
pour le père de famille avec son gamin qui va faire du 7 km/h. Ce sont des city-stades qui sont extrêmement genrés en fin de compte. Des city-stades où on voit le pouvoir est pris par de jeunes ados qui jouent au basket, qui jouent au foot. Ça rappelle un peu la cour d'école où la respiration n'est absolument pas la même entre l'espace vécu par le jeune ado et la jeune ado, qui est un espace beaucoup plus contraint. Donc on est dans des espaces très différenciés, avec une forte présence de la spécialisation de ces espaces le temps passant. D'autres contraintes qui sont des contraintes d'opposition au faire. Aujourd'hui, il y a une forme de conservatisme qui s'est réellement installée, que moi, en tant qu'aménageur, avec 30 ans d'expérience, j'ai pu réellement vivre. Un conservatisme qui s'installe, des habitants qui s'opposent à tout. Il y a une forme de défiance totale aux politiques, aux aménageurs que nous sommes. On a tendance à être vus comme de vulgaires producteurs de la ville, ce que nous sommes parfois, ou un peu trop souvent. Il y a le sujet de la gouvernance, du politique aussi, avec des évolutions qui sont positives. Je suis passé globalement d'élus visionnaires, si tant est que la vision puisse exister dans nos métiers, donc plutôt des élus démiurges que visionnaires, à des élus qui aujourd'hui sont plutôt dans l'écoute, quelle que soit leur coloration politique, ont envie réellement d'investir la population dans leur réflexion. Mais face à ça, on sent une centralisation rampante. Les années 80, c'était la décentralisation. Aujourd'hui, depuis 3 mandats présidentiels, on a réellement une recentralisation avec moins en moins de pouvoir pour ces édiles locaux, qui ont moins en moins de moyens financiers. Donc l'ingénierie aujourd'hui dans les collectivités, c'est vraiment pauvrichon, hein, alors que la planification doit venir effectivement plutôt de ce monde-là. Ils n'ont pas les moyens d'embaucher des gens, ils n'ont pas les moyens de financer des études pertinentes, et puis n'ont plus les moyens non plus de produire de la ville, parce qu'ils ont moins en moins de moyens, ils lèvent plus l'impôt, voilà, globalement. Un élu aujourd'hui est devenu un véritable VRP, voilà, il prend son bâton de pèlerin, et puis il va négocier des subsides, des subventions pour pouvoir trouver des effets de levier pour pouvoir sortir ses projets. Et s'il n'obtient pas effectivement l'obol du préfet ou de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, parce qu'aujourd'hui c'est la grande mode même par l'État qui lance des appels à manifestation d'intérêt pour essayer de détecter les 3-4 opérations sur lesquelles on peut mettre 100 000 euros ou 3 millions d'euros, il se passe pas grand-chose. Il va voir le conseil régional, il va voir le conseil départemental, également pour trouver un petit peu d'argent. Alors, face à cette incurie, aux raréfactions effectivement des fonds publics, il y a une tendance aussi qui s'est développée un peu plus libérale, qui est de filer les clés du camion au privé. Le problème, c'est que souvent le privé ne sait pas conduire un camion. Ils ont un métier qui est souvent la promotion immobilière, ils le font bien, sans aucun doute, critiquable mais bien. Mais produire de la ville, c'est tout à fait autre chose, hein. Il y a une forme d'intérêt général à apporter, il y a un bien commun à transmettre, et le rôle du promoteur n'est pas effectivement de produire ce bien commun. On vit aussi des injonctions contradictoires de l'État en permanence. 2-3 exemples. J'essaye de développer un programme immobilier, mais avant ça, une station de tram-train, et l'État nous dit oui, vous pourrez faire votre station de tram-train qu'à partir du moment où vous aurez une opération de logement juste à côté, sans logement, pas de station. On va voir 3 semaines après un autre service de l'État qui nous dit mais du logement à cet endroit-là, vous n'y comptez pas une seule seconde, mon bon monsieur, les avions ne sont pas très loin, donc non, pas possible. Donc, c'est des choses qu'on vit
en permanence. Sur une opération que je trouve très qualitative, j'y reviendrai après, on vit réellement dans la forêt, à proximité d'un site classé. Donc il y a un architecte des bâtiments de France qui donne son consentement sur les différents projets que l'on peut sortir. L'architecte des bâtiments de France va vivre dans une autre région de France. Un nouvel architecte des bâtiments de France arrive, fait « Oula, non, il faut vraiment voir les choses autrement que la manière dont vous les avez pensées », quitte même à démolir certaines choses que vous avez pu entreprendre. Donc on a des modèles de construction de fabrication avec de nombreuses limites. Mais néanmoins, toutes ces interventions d'aménagement, aussi médiocres soient-elles, amènent de la valeur aussi à un territoire. Et une collectivité qui investit de l'argent, globalement, elle se met une épine dans le pied. Plus vous investissez de l'argent public sur un site, plus vous valorisez un territoire, plus elle va devoir acheter cher les autres terrains à proximité. Elle crée sa propre valeur et sa propre fuite en avant. Donc le modèle de valorisation territoriale est en fin de compte un excès pour une collectivité qui va devoir, plus elle bonifie un territoire, plus elle devra, si elle veut continuer son travail, à mettre d'argent dans le schéma. Tout ça pour vous dire que tout ce qui a contribué à ces éléments-là, et je pourrais être beaucoup plus exhaustif, contribue à une forme de facilité. On veut se faciliter la vie, on se donne bonne conscience, on n'est plus dans l'éthique. C'est vraiment la bonne conscience qui nous anime. On fait ce qu'on peut. On produit une ville générique, un peu ennuyeuse. Elle se ressemble un peu partout, quoi, globalement. Et puis on ne crée pas de satisfaction. Donc comment faire les choses autrement ? J'ai pas forcément la recette, mais je pense qu'il faut bénéficier ou profiter de ces éléments très discriminants, très, très négatifs que j'ai pu vous décrire pour les transformer en choses positives. Comme je vous disais tout à l'heure, l'habitant est souvent très conservateur, il ne veut rien à côté de chez lui, surtout pas de logements sociaux d'ailleurs, même s'il n'a rien contre les gens qui vivent dans les logements sociaux, il n'en veut pas à proximité de chez lui. Il est contre tout. Quand on finit un projet, globalement, il est insatisfait. La place n'est pas au bon endroit, j'ai pas assez de place de stationnement, le trottoir n'est pas assez large, il y a trop d'arbres, il n'y a pas assez d'arbres. En permanence dans cette schizophrénie qui est assez lourde pour des équipes, pour des gens qui produisent. Les gens qui font ce métier-là, comme beaucoup d'autres métiers, le font avec conviction, avec amour, vraiment amour. Et s'investissent comme des fous, su à grosses gouttes, parce qu'il y a des sujets financiers monstrueux, des sujets de délai qui sont tout aussi monstrueux, et puis ils ont envie de faire les choses qualitatives, et puis résultat, à la fin, globalement, on leur dit ce qu'ils ont fait, malgré toutes les sueurs qu'on perlait sur leur front, liées à l'argent et au délai et à leur engagement sociétal, c'est que globalement, c'est pas bien. Voilà. Et j'ai même, vous savez, quand je recrutais il y a 25 ans, je demandais ce qui motivait la jeune personne. Globalement, on me disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire la ville avec les habitants. C'est de concerter. Voilà. Il y a 10 ans, c'était, moi, je veux concerter, fabriquer la ville avec les habitants. Et puis je veux préserver la planète, donc le développement durable m'importe. Aujourd'hui, depuis 5 ans, il y a un autre thème qui arrive, c'est le genre est important sur l'espace public. Mais quoi qu'il en soit, ce sujet de la concertation, de la coélaboration est quelque chose qui a toujours existé, cette véritable envie. Néanmoins, les gens que je recrute qui avaient cette envie, pour certains, je ne vais pas généraliser, 2 ans ou 3 ans après, ils me disent
moi, ce que j'aimerais bien, franchement, c'est une opération où j'ai plus de contact avec les habitants. Les commerçants, si je pouvais éviter de leur parler, ça serait quand même vachement bien. Voilà. Voilà. Et ils ont tort. Et ils ont tort, et j'ai pu le pratiquer à maintes reprises. C'est globalement, il y a un sujet sans doute culturel. Il y a une méconnaissance du sujet de la ville parmi nos concitoyens. Même parfois nous-mêmes, on est assez limités sur le sujet. Néanmoins, les gens ne sont pas à dédemeurer. Et on a pu se rendre compte, je pu me rendre compte réellement que dans des démarches que je n'appellerais pas de concertation, mais de conversation avec les habitants, de conversation permanente avec les habitants, où on leur fait confiance, où on leur établit vraiment des considérants de fond, mais également des considérants opérationnels, leur expliquer que s'ils veulent un parc d'1 hectare, ça va coûter une fortune, mais dans ces cas-là, il faut effectivement mettre un peu de hauteur dans les bâtiments qui sont voisins, monter à R+10, voire à R+14, même si jusque-là, aussitôt qu'il y avait un bâtiment R+4, ils estimaient que c'était une tour et ça leur faisait peur, et il y avait de véritables cris d'orfraie. Mais rentrer dans cette démarche, non pas de co-construction, mais d'explication, la raison pour laquelle on essaie de se balader avec eux, de converser avec eux sur véritablement leurs envies, la manière dont ils voient leur quartier demain. Et il y a des choses qu'ils voient que nous on ne voit pas, et il y a des attentes qu'il faut absolument combler. Et quand on rentre dans cette conversation et qu'on explique la raison des choses, la manière dont on peut apporter une réponse à leurs attentes, tout en leur disant la compensation, c'est peut-être quelque chose que vous n'appréciez pas et que vous n'estimez pas, les gens finissent par accéder à ce raisonnement et apprécier, s'approprier le projet. Et ça, pour nous, c'est une réussite, parce que ça devient réellement leur. Le leur, ils sont réellement sachants. Donc je crois beaucoup à ces démarches, non pas de concertation, mais de dialogue permanent. Il y a plein de manières de le faire. Ce ne sont pas des réunions publiques avec 350 personnes dans des salles, ce sont plutôt des balades, des ateliers. C'est savoir prendre des coups aussi dans ce genre de truc. C'est un métier de doute, c'est un métier dans lequel c'est pas une science exacte. Voilà. Ce qui est vrai en 2005 l'est plus en 2010. Je donne souvent un exemple. Moi, il y a 5 ans de ça, quand je plantais des arbres, on me disait, mais malheureux, tu vas pas planter des arbres. Les arbres, ça perd des feuilles. Premièrement, ça fait des places de stationnement en moins, puis deuxièmement, ça perd des feuilles. Il va falloir ramasser les feuilles, ça coûte cher, on n'a pas les moyens. Je caricature pas, hein, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas planté d'arbres à cet endroit-là ? Tu étais à côté de la plaque. Voilà. C'est de l'anecdote, mais c'est toute une somme de choses comme ça, réelles, qui font que l'aménagement, c'est le temps long. Quand je réfléchis à un projet en 2000, je le produis en 2015 ou en 2020. Quand je le produis, je suis complètement dépassé. Donc ça nécessite aussi pour nous 2 choses. C'est d'appréhender les choses avec le temps. Et appréhender les choses avec le temps, c'est de sortir du plan, la planification prédéterminée, qui est versée vers une sorte de plan guide avec la capacité de faire évoluer les choses avec le temps, avec les aspirations qui sont différentes, avec des évolutions sociétales qui sont également différentes, pour pouvoir en prendre compte, avoir cette capacité à faire évoluer les choses, ce qui n'est pas forcément simple dans nos mécaniques financières sur les opérations. Et puis l'autre élément qui est essentiel à mes yeux, c'est d'arrêter de voir l'aménagement, la production de la ville comme un sujet de contenant. Pendant très longtemps, on a réfléchi la ville vraiment comme du contenant, c'est-à-dire des compositions urbaines, de beaux alignements, que ce soit d'arbres ou de bâtiments, de très belles façades, toutes verrégnées, où on devait pouvoir se raccrocher avec le quartier un peu plus bas. Vraiment des choses très, très, très formelles. Aujourd'hui, vous pouvez décréter le plus beau quartier du monde, vous pouvez réaliser le plus beau quartier du monde, ça peut être un échec total s'il manque le contenu. Et notre métier d'aménageur, c'est de sortir du contenant et aller vers le contenu. Pendant longtemps, je dessinais des quartiers où je disais, là, il y aura une boulangerie, parce que c'est bien qu'il y ait une boulangerie qui est là. Souvent, il n'y avait pas la boulangerie.
Mon métier aujourd'hui, c'est de dire, il va y avoir une boulangerie là, mais c'est d'aller chercher la boulangerie. Et qui plus est, c'est pas d'aller chercher une boulangerie, c'est d'aller chercher le bon boulanger. Pour ce faire, ça nécessite d'adapter nos projets, nos outils. Ça nécessite de créer des foncières pour porter des commerces, pour justement aller chercher ce bon boulanger. C'est la capacité aussi. Aujourd'hui, la collectivité me dit, écoute, moi, un espace public, je ne sais plus le gérer. Je ne sais pas le gérer parce que j'ai des trous à combler. C'est qu'un espace public, imagine, la ville, c'est un lieu de sociabilité. Moi, quand je me promène dans la rue, je croise des gens. Le regard me fait du bien. C'est un véritable lieu de vie, un lieu de créativité qui est extrêmement fort. Et c'est un lieu de sociabilité. La collectivité se doit de ne pas subir uniquement l'espace public tel qu'il était réalisé, mais également de le gérer, de l'animer. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, on se pose réellement la question de cette animation. Néanmoins, une collectivité ne sait pas le faire. Donc, demande aujourd'hui, sous forme de préfiguration, sous forme d'activation commerciale, de rapport entre les commerces que j'ai installés et l'espace public, de créer des synergies entre cet espace public et puis l'espace qui, lui, ne l'est pas, qui est privé, même s'il y a des accès publics, qui sont les commerces. Donc notre métier bouge à sortir de ce carcan purement formel, d'appréciation un peu idéologique de ce qu'est un joli bâtiment, de ce qu'est une jolie rue, de ce que doit être ce quartier, en quelque chose qui est peut-être parfois plus bordélique, hein, à la rigueur, je m'en fiche qu'un bâtiment soit beau. Hein. Je vais l'apprécier beau, mais ce qui m'importe, c'est qu'il apporte quelque chose à la ville, c'est que son espace extérieur puisse être en porosité avec le reste du quartier, que les balcons soient généreux, parce qu'aujourd'hui, le balcon, c'est un espace de représentation aussi. Il y a une forme de privatisation, mais également une volonté de démonstration. Et on doit trouver ces équilibres sur un bâtiment entre les gens qui veulent vivre leur vie privée et puis pendant 10 minutes se montrer ou se démontrer aux yeux de tout le monde. Le bâtiment, il doit pouvoir répondre à tout ça. De la même façon, le commerce, il doit pouvoir évoluer, être, comme je disais tout à l'heure, en porosité entre l'espace public et l'espace privé. Donc pour moi, les ingrédients aujourd'hui, il y a des sujets bien sûr qui sont financiers, qui sont extrêmement importants, qui sont aujourd'hui peut-être même insolubles. Le sujet du ZAN sur lequel on pourrait revenir, tout le monde est convaincu de la nécessité de cette règle. Certains essayent de la tordre, mais le sujet, c'est le modèle économique. Je suis en troisième couronne, je vais avoir une friche en secteur détendu, je suis incapable de vendre des logements, donc je suis incapable d'avoir une valeur sur ce terrain, sur cette friche. Je provoque un peu, il est sans doute plus facile pour moi de venir combler des terres agricoles, de construire des terres agricoles et de renaturer une friche que vouloir à tout prix effectivement valoriser une friche. Donc c'est des sujets de fiscalité aussi à revoir totalement. En tous les cas, ces modèles qui sont vertueux ou ces nécessités vertueuses impératives nécessitent également de revisiter totalement les modèles économiques de l'aménagement, de la promotion immobilière. Et on ne peut pas produire des règles, des ambitions de ce type sans se poser ces questions de la manière dont on va pouvoir réellement les traduire. En tous les cas, moi je ne saurais pas traduire ça. Donc je suis très positif sur la gouvernance aujourd'hui. Il y a des moments réels avec de fortes communautés qui sont ces élus qui ont la volonté de produire des choses pour leur ville. Il y a cette société civile qui passe de son conservatisme à la capacité à apporter, à accompagner des projets parce qu'ils ont conscience que la transformation de la ville, l'enrichissement de la ville, ils vont réellement en bénéficier. Tous ces éléments-là, je pense, contribuent aujourd'hui à pouvoir réellement continuer à produire de la ville qui est un lieu de ségrégation, trop souvent, mais également un lieu
de sociabilité, de créativité. Et ça nécessite effectivement de bricoler tous les jours et sortir de son schéma classique. Allez, il faut qu'il y en ait un qui se, qui se mette dans le bain. Mais je voudrais réagir au fond à ce qu'on vient d'entendre. Hein. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'espèce de tension dialectique, ça serait un terme un peu mais de dialectique entre une écoute, hein, parce que vous avez beaucoup insisté sur cette dimension-là, mais en même temps, vous n'en êtes pas resté là. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il y a l'écoute, bien sûr. Hein, vous ne partagez pas cet état d'esprit de ces jeunes personnes qui disent débarrassez-moi des habitants, quoi, en gros, du contact avec eux. Donc vous ne partagez pas ça, au contraire. Bon, et pour vous, l'écoute, c'est presque le départ, quoi, c'est le commencement. Bon. Mais à ça, vous ajoutez ce que vous avez appelé à un certain moment l'apport de considérant, quoi. C'est-à-dire que vous écoutez, mais en même temps, vous réagissez à ce qui vous est dit et vous le mettez en perspective. Hein, et vous dites, oui, d'accord, si vous voulez ça, la contrepartie, ça sera... Bon, et là, il faudra bien prendre une décision à un certain moment. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que le discours qui ne parlerait que de l'écoute, hein, enlèverait aux décideurs, en général, toute dimension de responsabilité, quoi. Alors qu'en fait, il me semble que vous assumez cette responsabilité en disant moi, je ne suis pas là simplement pour prendre note de ce qui se dit et puis pour l'appliquer, mais je suis là aussi pour analyser et pour permettre aussi aux gens qui ont parlé au départ, d'analyser ce qu'ils ont dit et de déplacer éventuellement. Voilà. Et ça m'intéresse beaucoup parce que, au fond, j'y vois, on parlait d'éthique, hein, j'y vois une définition de l'éthique. Hein. Il n'y a d'éthique, me semble-t-il, que quand il y a ces deux dimensions. Enfin, il peut y en avoir d'autres aussi. Hein. Il n'y a pas d'éthique s'il n'y a pas d'écoute, c'est évident. Mais il n'y a pas d'éthique non plus s'il n'y a pas cette responsabilité d'intervenir sur la parole qu'on a reçue, quoi. Donc les habitants, comme vous dites, bon, ils vous disent des tas de choses. Moi, j'ai assisté dans certaines de mes fonctions antérieures à des réunions. Alors, vous dites, hein, ces grandes réunions où tout le monde se déchaîne et où, au fond, on trouve très souvent les mêmes insistances. Hein. Vous parliez d'arbres, par exemple. Moi, j'ai un souvenir d'aménagement d'une place à Strasbourg. Hein. Je viens de Strasbourg, où il y a des bâtiments architecturaux qui font le tour de la place. Et il y avait l'idée initiale de laisser, d'abord d'enlever les parkings de voitures qui étaient là au milieu. Hein. Donc, on enlève les voitures et de laisser la place dans cet état de visibilité, hein, où les différentes architectures qui vont du gothique au classique seraient bien visibles. Bon. Et dire ça dans une réunion publique, c'est très difficile, hein, parce que ce qu'on a en face comme réaction, c'est oui, mais alors vous n'allez pas mettre d'arbres. Hein, c'était exactement le même exemple. Bon. Et du coup, le maire a tranché, il a mis quelques arbres de part et d'autre, mais il a gardé globalement l'idée de visibilité. Bon. Mais une réunion publique, c'est pas, comment dire, c'est bien, hein, je pense que c'est nécessaire d'en faire, bon, mais c'est nécessaire d'en faire si on en escompte une sorte de matériau premier qui sera ensuite à traiter, quoi. Bon, la spontanéité dans ce domaine, comme dans tous les autres, elle n'est pas forcément la vérité, quoi. Hein. Bon, et c'est ça qui m'intéresse, parce que je m'intéresse beaucoup précisément à toutes les démarches actuelles qui vont du côté de la citoyenneté. Bon, et je me demande à chaque fois si on a cette tension ou cette dialectique que j'ai beaucoup appréciée dans
dans votre exposé. Est-ce que véritablement on a l'écoute qui vient contrebalancer les décisions que certains pourraient prendre de façon hégémonique, hein, et puis on a aussi la responsabilité d'apporter aussi des éléments objectifs, enfin des éléments de compréhension, voire de savoir, hein, pourquoi pas, hein, pour alimenter précisément cette réflexion commune, quoi. J'ai pendant très longtemps essayé de produire des choses de manière un peu péremptoire, hein, parfois plutôt réussi d'ailleurs, peut-être par chance. Mais aujourd'hui, je pense que ne pas travailler en ce sens, dans ce rapport de force, c'est un véritable rapport de force, vous évoquez le mot tension, c'est un rapport de force entre des idées, des convictions, des besoins, une forme de schizophrénie de chacun, la nôtre, mais également la leur. On ne peut pas aboutir à un projet. Le projet il sera mal perçu, mal vécu, il sera systématiquement rejeté. Donc il faut se prendre par la main, savoir prendre des coups, savoir se justifier aussi, expliquer aux gens qu'il peut en être autrement. Je donne un exemple. Je travaille sur un secteur, un centre commercial qui ressemble à rien, comme tous les centres commerciaux d'entrée de ville, mais qui a été rattrapé par la ville. Et rattrapé par la ville, on s'est posé la question de ce qu'on pourrait en faire demain ou après-demain. Les gens voulaient pas de logement, pas forcément de bureau. On leur demandait qu'est-ce que vous imaginez à cet endroit-là. C'est la mauvaise question à poser en fin de compte. Parce qu'ils nous disent un autre centre commercial, mais mieux, plus récent. Voilà. Et de fil en aiguille, on leur expliquait que c'était un lieu, que ce lieu permettait possiblement d'avoir des liens entre les différents quartiers, et que pour mettre en place cette couture dont pourraient bénéficier les autres quartiers, il fallait peut-être produire aussi un morceau de ville complémentaire à ceux qui existaient déjà. Donc ne pas nier le commerce, parce que ce commerce a sa raison d'être aussi, mais qu'il ne fallait pas mépriser le logement à cet endroit-là, le bureau et d'autres activités. Et d'une forme d'opposition à tout logement supplémentaire, parce que tout logement supplémentaire, c'est plus de voitures dans le quartier, c'est devenu une forme d'évidence. Et aujourd'hui, c'est un non-sujet, tout simplement. Donc, et ça, c'est un travail partagé. C'est de l'autocompréhension. Parfois, c'est des remises en cause aussi assez fortes de nos schémas de pensée. Je le répète, c'est pas une science exacte. Et puis, ce qui est vrai en 2005 n'est pas en 2015, et inversement. Donc, faut savoir se remettre en cause, et les habitants sont très forts pour ça. Du bien commun. Finalement, est-ce que la qualité de l'expérimentation, à travers un récit ou une fiction qui s'installe localement, n'est pas une des réponses à ouvrir? C'est-à-dire que ce soit William Powell ou Judith Rochelle dans le domaine juridique, finalement, on pourrait dire que donner une personnalité juridique à un fleuve, c'est une forme d'expérimentation dont on ne connaît pas les conséquences, mais bon, on y va. Est-ce que ce modèle de l'expérimentation-erreur n'est pas de nature à reconstituer un lien avec le commun? Je ne sais pas si les Néo-Zélandais le conçoivent comme une expérimentation. Je pense que c'est un aboutissement politique, c'est une immense réflexion. Les Maoris le demandent depuis la fin du 19e siècle, c'est une revendication politique. Voilà, c'est le fait d'avoir leur conception représentée dans la société néo-zélandaise. Donc c'est un cas un peu particulier. Ce qui est certain dans ces expérimentations de gouvernement, d'écosystèmes ou à ces échelles, et je pense qu'on est en train de parler un peu de la même chose, c'est qu'il y a des conditions de la délibération
qui peuvent ne pas être remplis. Voilà. Moi, j'étais très frappée, par exemple, par, évidemment, pour l'avoir beaucoup suivi, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces questions, par la Convention citoyenne pour le climat. C'est une délibération, c'est pas une conversation, c'est pas un échange, ça n'est pas une concertation, ça a été l'organisation d'une délibération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des éclairages par des experts, des discussions organisées, de l'ingénierie de la discussion, de l'ingénierie sociale, de la participation et une réflexion sur la représentation. Voilà, donc ça c'est les questions, à mon avis, qui sont au cœur de notre redéfinition d'une société, parce que affronter la crise écologique qu'on a affrontée, c'est la redéfinition du commun, et la redéfinition du commun, elle va avec la redéfinition de nos formes de concertation. Donc la Convention citoyenne pour le climat a été pour moi une réussite en cette question de délibération, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est cher, c'est long, il y a beaucoup d'ingénierie, voilà, c'est une réflexion très profonde. Alors, ça a été une expérimentation, oui et non, parce qu'on avait des exemples, et notamment irlandais, sur lesquels on a pu s'appuyer, et qui étaient des exemples intéressants. On avait des exemples dans d'autres domaines en France. Après, je suis entièrement d'accord, je réagis à ce que vous disiez, hein, la concertation, c'est compliqué. Faire participer les gens, n'avoir pas que le premier réflexe comme réponse, c'est très très compliqué. Mais à mon sens, on ne redéfinira pas le commun et nos formes d'habitat, de territoire, d'énergie, de transport, sans délibération. Voilà, ça va être compliqué de faire autrement. Ou alors on va en phase de conflit, et on en voit, hein, j'étudie des cas de conflit, des conflits d'usage, des conflits de représentation qui sont vraiment importants. Alors je ne sais pas, pour répondre à la question, si la personnification est une expérimentation. Disons que c'est l'une des évolutions, voilà, c'est une des évolutions à l'échelle mondiale qui est très importante, qui ne règle pas toutes les questions, parce que si ça ne va pas avec des formes de délibération, de gouvernement, des conditions, je dirais, de représentation de ces écosystèmes, ça ne fonctionne pas. C'est le cas, par exemple, en Colombie, où la partie amazonienne, la partie colombienne de l'Amazonie a été personnifiée. Les intérêts économiques et criminels de certaines parties prenantes font que les organes de délibération ne s'installent pas et ne peuvent pas prendre leur part à un gouvernement de ces territoires. Pour le dire vite, c'est un territoire qui est très très riche en minerais, qui est très riche en ressources, qui a été occupé par, je dirais, des équipes armées. Voilà, donc on n'a pas ici, alors même qu'on a une personnification, que c'est l'une des directions, on n'a pas ici les conditions de la délibération et d'un gouvernement d'un territoire. Bon. Donc là, c'est effectivement l'une des directions qui est en train d'être explorée. Elle est explorée aussi en France, hein, on l'oublie un peu vite. La Corse en discute, le Parlement de Loire discute de cette question aussi. C'est pas pour rien que cette, je dirais, cette initiative s'appelle Parlement de Loire. Voilà. Donc on a des tentatives, effectivement d'institutions sur des territoires de délibération. Après, c'est des conditions qui sont exigeantes. Voilà. Je subis les exigences, et ces exigences sont nécessaires, ces délibérations sont nécessaires, ces impositions sont totalement nécessaires. Sinon, on passe son temps à essayer non pas de les contourner, mais de ne pas les accomplir. Si à un moment donné, j'ai pas d'obligation, si j'ai pas de marche à franchir, calée sur des dates, moi, je les éviterai, tout simplement. Donc, ce carcan de règles, d'objectifs est absolument incontournable. Mais à l'inverse de ça, je prends le cas de Beyrouth.
souvent dans les voyages d'études professionnels, on se dit bon, on va aller en Suisse, on va aller en Allemagne, on va aller en Belgique, parce que c'est des pays qui sont proches de nous, on va comprendre mieux et puis on va pouvoir prendre des modèles. Je trouve que les pays, excusez-moi du terme, du Sud sont parfois beaucoup plus enrichissants. Il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent à Beyrouth aujourd'hui. C'est le chaos total, hein. C'est le chaos totalement un chaos institutionnel. C'était un chaos aussi physique avec l'explosion malheureuse en 2019, je pense. Et aujourd'hui, la société civile s'est prise par la main parce que les institutions n'existent pas. Société civile autour de structures liées à l'architecture d'ailleurs, où les gens sont réellement pris par la main. On crée des sociétés de conseil, d'accompagnement, et on voit aujourd'hui fleurir des espaces publics qui n'ont jamais existé à Beyrouth. On voit des quartiers ou des morceaux de quartiers se requalifier, mais sans accompagnement autre que celle de la société civile. Alors peut-être que c'est arrivé à un tel stade qu'il n'y avait pas d'autre façon de s'en sortir parce que les institutions n'existent pas et n'existeront pas peut-être avant belle lurette. Mais en tous les cas, ces démarches un peu libérales, considérées comme un aménageur libéral habituellement, sont des choses qui fonctionnent aussi. La règle n'est pas forcément toujours l'obligation à respecter. Il y a d'autres manières de produire les choses aussi, sans doute par conviction, vraisemblablement par nécessité, peut-être par instinct également. Mais je trouve que ces deux démarches, nous, ici, si on ne définit pas des règles et si on ne tape pas sur les doigts, les choses se feront pas, nous embêtent ces règles, mais on finit par y arriver, puis on trouve systématiquement la bonne économie. Et puis, par ailleurs, ils se débrouillent sans ces règles et ils y arrivent très bien aussi. J'avais plutôt une petite remarque sur ce qui a été dit, parce que vous avez abordé aussi la question du projet. La difficulté à se projeter dans le temps long. Et en relisant les quelques notes que j'ai prises de votre première intervention, Julie Trockfeld, je me posais la question de savoir est-ce que les biens communs, est-ce que ça se défend ou est-ce que ça se construit ? Il y avait un peu dans vos discours, les exemples que vous avez pris, il y a des organisations spontanées, en fait, de gouvernance quasiment spontanée qui s'organisent autour d'un lieu commun, d'un bien commun à défendre, alors que j'ai l'impression que dans les exemples que vous prenez, vous traitez plutôt de la difficulté de construire ce commun ensemble. Vous parlez, d'ailleurs ça rejoint aussi une intervention de M. Payot, vous parlez tous les deux finalement de la désintégration, de la surindividualisation, de la spécialisation de l'usage de l'espace public. Et d'une certaine manière, vous parlez aussi de formes artificielles de biens communs, donc l'urbanité, la civilité, qui sont des formes artificielles, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, bon, est-ce que ça se défend, est-ce que ça se construit ? Est-ce qu'il y a des biens communs naturels, artificiels ? La ZAN, c'est zéro artificialisation nette. Qu'est-ce que ça veut dire artificialiser ? Vous pouvez peut-être nous éclairer un peu sur ce terme, c'est quand même un terme un peu particulier. Vous prenez un exemple de la friche et du sol agricole, pour moi les deux sont artificialisés. Donc c'est un peu curieux cette absence de nuance aussi dans ce terme-là. Donc il y a peut-être à revenir un petit peu sur ces quelques points-là. Il y a plusieurs questions en ligne. Puisque personne ne prend la parole, je vais la prendre. Il y a une des grandes possibilités de méprise ou de malentendu sur les biens communs, c'est l'essentialisation. C'est-à-dire de penser que par nature, on aurait des ressources, des choses, etc., qui seraient communes. Ça a été historiquement une présentation, ça a été possible à une époque, bien sûr. Je pense que ça, effectivement, ça se construit. Pour certains, même, ça n'est que le faire, la construction qui représente le commun. L'exemple des monuments historiques est un très bon exemple, je trouve, parce qu'il a l'air très pacifique. Alors,
Je pense que beaucoup d'entre vous ont à le travailler ou à l'affronter de temps en temps, mais il a l'air très très pacifique. On est habitué à cette idée, etc. Ça a été une lutte monumentale, pour reprendre le terme, pour aboutir à cette loi de 1913 qui remettait en question des prérogatives d'un propriétaire au nom d'une communauté qui était le public, voire des générations futures, et qui imposait pour elle d'avoir des prescriptions, des contraintes dans tout ce que le propriétaire pouvait engager sur son bien. C'était une lutte parlementaire et un rapport de force de plusieurs années phénoménal. Voilà, ça c'est l'exemple d'un... Il y a un moment où on se met d'accord sur le fait qu'on reconnaît un intérêt commun à des ressources, des biens, des choses, et que ça va s'imposer socialement, juridiquement, qu'il y a un point de bascule. Donc cet exemple qui a l'air très pacifique maintenant et auquel on s'est habitué, sachant que 50% des monuments historiques sont des propriétés privées et qu'on a la méga propriété publique pour certains autres, n'est pas du tout évident. Voilà, c'est pour vous montrer en quoi ça se construit. De même, proclamer le vaccin comme un bien commun aurait requis une construction très importante pour parvenir au fait qu'on partage des usages, on ait de la transparence sur les prix et la production, on distribue le produit, etc. Donc c'est vraiment... et là, je ne suis qu'à l'échelle des biens communs, c'est-à-dire je ne suis même pas à l'échelle des communs où le terme implique un gouvernement par une communauté intéressée, des parties prenantes, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de construction et que effectivement, je dirais un des malentendus possibles est de penser que c'est un donné essentiel et que, par exemple, la terre est un bien commun par nature ou l'eau est un bien commun par nature. C'est toute une construction sociale, politique et juridique pour parvenir à le reconnaître. Et là, un des exemples très intéressants qui, de façon récente, montre assez bien ça, c'est un référendum en Italie sur est-ce que l'eau est un bien commun. Est-ce qu'on accepte cette idée que l'eau est un bien commun et la conséquence qui irait avec d'une gestion qui assure le partage tout à fait équitable de la ressource, par exemple. Voilà, donc ça c'est un exemple, je dirais, qui montre le côté politique de la question, politique au sens fort, de la question contre l'essentialisation. Il n'y a pas d'évidence. Et c'est pour ça que la délibération et le fait d'institutionnaliser le commun est très, très important. Voilà, c'est pas... Oui, moi je voudrais aller tout à fait dans ce sens-là aussi, parce que on est toujours un peu obligé dans le discours de faire un peu des partages bien entre naturel et artificiel, puisque vous revenez à ça. Bon. Est artificiel tout ce qui relève du faire, quoi. C'est-à-dire que, au fond, moi je suis très sensible à ce que vous prenez comme exemple quand vous dites on décrète, on décide que le vaccin est un bien commun. Il ne l'est pas par essence. Et dans cette décision, il y a déjà... Enfin, il y a de l'artifice, enfin de l'artifice, pas au mauvais sens du terme, mais il y a de la décision et il y a de la construction. C'est pour ça qu'effectivement, on peut pas opposer une sorte de naturalité spontanée d'un côté et du projet de l'autre. Bon, ce qui nous intéresse, je pense, dans tous les domaines qui ont été évoqués par les uns et par les autres, bon, c'est justement l'espèce d'interaction entre les deux. Il y a toujours du déjà là, et on travaille avec le déjà là. Si on décide de personnaliser le fleuve, c'est que le fleuve, il est là, quoi. Mais il est là, pas en tant que bien commun, quoi. Il n'est pas là en tant que personne. Bon. Le fait de lui accorder une personne, c'est un geste, et c'est une délibération. Et ça, pour moi, c'est ça qui est vraiment très important. D'autant plus que, il faudrait qu'on se garde aussi de mélanger, de réduire le commun à de l'essentiel, ou à une sorte d'universel spontané, quoi. Bon. Surtout à notre époque où, au fond, l'expérience du commun qu'ont beaucoup de gens
c'est l'expérience de leur commun à eux, si je puis dire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont des multiplications de communs, mais de petits communs, si je puis dire, de communs qui sont limités, qui ne sont pas universels et qui souvent ne se revendiquent pas comme tels, ou parfois ne se revendiquent pas comme tels. Et quand ils se revendiquent comme tels, c'est encore plus grave, quoi, souvent. Bon. Donc on n'est pas dans une alternative où bien il faut décider, il faut faire du projet, et c'est abominable parce que ça viendra toujours d'un humain destructeur, bon, ou bien on est simplement là en train de laisser être ce qui est, et on essentialise ce qui est. Bon, heureusement qu'on n'est pas dans cette alternative-là. Et toute la question qu'on se pose ce soir, avec des entrées différentes, mais au fond, elle vient... elle aboutit chez tout le monde à cette interaction entre les deux, et dire que c'est pas facile, c'est pas une clause de rhétorique, c'est de prendre au sérieux la chose, justement. C'est pas évident de personnaliser un fleuve. Enfin, moi, j'ai mis longtemps à comprendre la logique. Pas parce que j'étais pas copain avec le fleuve, au contraire, je trouve ça très bien les fleuves, mais parce que je me disais le personnaliser en un sens juridique, est-ce que c'est pas, dans une certaine interprétation, qui est sans doute pas celle des promoteurs en Nouvelle-Zélande, de cette initiative, mais est-ce que c'est pas privé, est-ce que c'est pas dénier au juridique lui-même quelque chose qui lui est tout à fait substantiel, à partir du moment où on accorde un droit à une chose naturelle, est-ce qu'on n'affaiblit pas ce qui est droit dans la relation entre les humains, quoi. Bon, je dis pas que je suis pas resté sur cette position-là, mais c'était presque une réaction spontanée au départ. Et après, je suis comme tout le monde, je suis confronté à des tas de choses qui se passent, et puis on arrive avec ses préjugés, ses présupposés, ses faiblesses, et puis après on essaye de comprendre. Donc j'ai compris que c'était pas ça. Mais malgré tout, faire passer ce genre de décision, de délibération comme des évidences, c'est, je crois, ce qui peut nous arriver de pire, quoi. Parce que du coup, ça perd toute valeur, et en particulier tout enjeu politique. Si tout se passe dans ce qui est essentiel, finalement, on n'a rien à décider. Or, précisément, on a sans arrêt à décider, parce que le naturel n'est pas... essentiellement délibératif, ou pas par lui-même. Et je généraliserai la chose en disant, au fond, toutes les questions d'éthique qu'on se pose là ce soir, et tout à l'heure vous faisiez une distinction entre ce qui est bonne conscience et ce qui est éthique. Je pense qu'on est en plein dedans, quoi. Tout ce qui nous parle d'éthique, nous parle en fait de délibération, décision à prendre dans un contexte qui est pas évident, parce que sinon il y aurait pas d'éthique, quoi. Je sais pas. Sur la notion d'éthique et de bien commun, deux exemples. Voilà, le bien commun peut être à la fois matériel et immatériel à mes yeux. Avec des sujets de conscience, réellement. Je parle d'un sujet à Massy, 40 hectares. Dédié à un centre de performance d'Air France. Air France s'en va ailleurs, un site pour Air France à valoriser. Sur ces 40 hectares, il y en a 20 en forêt, qui étaient complètement fermés, et 20 autres hectares qui effectivement accueillaient ce centre de performance et ce centre de formation. Il a été décidé d'accompagner Air France dans la valorisation de son terrain, en ouvrant totalement ces 40 hectares. Donc sur ces 40 hectares, il y en a 20 qui ont été offerts au public, 20 hectares de forêt offerts au public, alors ils étaient totalement fermés. Et sur les 20 restants, il y en avait 11 qui étaient imperméabilisés, et on en a désimperméabilisé 4, tout en construisant 1200 logements. On aurait pu se poser la question d'offrir totalement l'espace à la nature, si tant est que la nature existe encore. On a pris la décision d'offrir un bien qui n'était pas commun,
à mes yeux, puisqu'il était uniquement dédié à un public particulier, les gens d'Air France, à des habitants, 1200 logements, mais également à l'ensemble de la ville. C'est à peu près le même sujet. Hein, sans doute, il y a un impact de biodiversité, plein de vertus environnementales telles que ça existait avant et telles que ça existe aujourd'hui, mais on a décidé de l'offrir à une vraie décision, de l'offrir à des habitants qui n'en bénéficiaient pas jusqu'à maintenant. Mais on aurait pu prendre la décision de sanctuariser totalement cet espace. Et un contre-exemple de bien commun, où là, on n'a pas pris de décision, ou si tant est si ce n'était pas une décision, on a accédé à un raisonnement des habitants. C'est une histoire assez affreuse. Pour moi, le commerce, la vie, dans une ville, c'est un bien commun. Un quartier qu'on réalise, où on demande aux habitants, mais qu'est-ce que vous voulez comme commerce ? Ils nous disent, brasserie, commerce de proximité, donc boucherie, poissonnerie, la supérette. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est une banque et puis des agences immobilières, parce que ça apporte rien. On développe un projet de logement avec un pied d'immeuble. On annonce ouvertement que ça sera une brasserie à cet endroit-là. On trouve, le bâtiment se construit, il commence à être logé. On trouve une brasserie. Et là, les gens viennent nous voir en disant, mais écoutez, on ne veut pas de brasserie à cet endroit-là. On ne veut pas de brasserie en bas de chez nous. Parce qu'une brasserie, c'est des gens qui vont faire du bruit, qui vont fumer, il y a des gens qui vont faire de la livraison, donc ils vont venir avec mobilette, ils vont déposer leur mobilette, on va attendre, voilà. Donc on veut pas de brasserie. On leur dit, mais vous vouliez une brasserie, vous vouliez pas de... Donc qu'est-ce que vous voulez à la place ? Mais nous, ce qu'on aimerait bien, en fin de compte, c'est avoir une banque. Voilà. Parce qu'une banque, c'est calme. Voilà. Donc on prend la décision de dire, écoutez, on avait promis au quartier une brasserie, vous allez avoir une brasserie. En fin de compte, ils ont eu gain de cause. Parce qu'ils avaient détecté qui était le brasseur, et ils sont allés en délégation dans un quartier parisien voir le brasseur en disant, ils sont arrivés une dizaine, en disant, vous ne viendrez jamais vous implanter. Cette notion de partage, pour moi, c'est un commerce, de vie de quartier, c'est un véritable bien commun, mais il y a parfois une véritable privatisation, appropriation de ce bien, on dépend de beaucoup de monde. Donc on a beau de prendre des décisions, et parfois on est débordé totalement dans ces décisions, mais souvent... Je ne sais pas si c'est un sujet de conscience ou d'éthique. On n'a pas eu la capacité à forcer la main aux habitants. D'un autre côté, sur un territoire où ils ne bénéficiaient pas du tout effectivement de la qualité intrinsèque de ce territoire, on leur a offert une forêt en prenant le parti de construire 1000 logements, une forme de courage politique, puisque les gens étaient opposés à la base à ce projet. Il y a toujours une ambivalence dans des décisions qui sont à prendre. Est-ce que c'est les bonnes décisions ? Et puis parfois on les subit aussi. On n'a pas la capacité à les imposer. Donc, pour moi, le bien commun, il est à géométrie variable en fonction des aspirations des uns et des autres. Pour certains, la brasserie, ça l'était. Et puis 3 semaines après, ça l'est plus. Parce qu'ils vont la subir. C'est compliqué. Merci. On n'a plus beaucoup de temps, mais on peut peut-être prendre 1 ou 2 questions, s'il y en a. Attends, j'apporte le micro. Merci pour les sujets abordés. Donc, en vous écoutant, il m'est venu en tête les images assez violentes de Sainte-Soline, où finalement, peut-être des regroupements citoyens s'opposaient à l'État pour la protection d'un bien commun universel. Et
Et quelque part m'est venue la notion d'échelle, puisqu'on parle d'éthique, mais peut-être à quelle échelle de gouvernance on peut délibérer, et plutôt est-ce que comment on peut aborder la notion de multi-échelle, parce qu'entre l'architecte, l'aménageur se pose aussi à une échelle particulière de la création de la ville. L'usager porte aussi lui-même ses propres prérogatives techniques et ou irrationnelles aussi. Donc voilà, je voulais vous poser la question de l'échelle. Et puis ensuite, la délibération pose aussi la question de la responsabilité. C'est-à-dire que, en imaginant cette table, chacun des acteurs prend parole et devient responsable de son propre regard. Et ça me fait penser à cette méthode qui peut être utilisée en architecture, qu'on appelle la conception intégrée, où chacun des acteurs, au tout début du projet, est mis autour d'une table et prend la responsabilité de son point de vue quelque part. Donc voilà, c'est deux notions sur lesquelles je voulais vous interroger, sur la question d'échelle et de la responsabilité, ou de la multiplicité des échelles plutôt, et de leur responsabilité propre. Je vais répondre sur la première question parce que c'est une question que je travaille énormément, parce que moi je travaille sur le climat aussi, donc ça veut dire ce qu'on appelle un commun mondial, même si c'est une gouvernance qui n'était pas conçue, qui n'a pas été conçue comme citoyenne évidemment, qui était dans un schéma très classique de délégation à des États souverains de l'effort de maintenir un système climatique viable à partir de 1992 sous l'égide de l'ONU. C'est ce qu'on avait décidé, ce qu'on avait acté comme système. Et on en viendra au polycentrisme précisément. Parce que ce qu'on constate pour le climat, c'est quelque chose de vraiment très très intéressant devant l'échec patent de la gouvernance étatique, multilatérale et étatique, les échecs des COP, les échecs de notre système, enfin de maintenir ce système à des températures viables. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une redistribution en fait du pouvoir qui est en train de se passer de façon conflictuelle. Donc Sainte-Soline aussi, c'est intéressant parce que je pense que ce qui ne se fait pas par une délibération consensuelle et organisée se fait possiblement parfois par le conflit. Donc là, c'est un conflit civilisé, il est devant les tribunaux du monde entier ou de beaucoup de pays du monde, pas les plus grands émetteurs, malheureusement, l'Arabie Saoudite ou la Russie par exemple. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est une reterritorialisation du global, comme dirait Latour. L'idée que à l'échelle mondiale, il y a certes une organisation qui a failli, mais on reterritorialise cette délibération et ce conflit devant chacune des arènes nationales, devant chaque tribunal d'un pays. On met en accusation pour ses failles son État, c'est nos affaires du siècle, les Grandes Saintes en France par exemple, ou son entreprise pétrolière ou cimentière, Total Energy pour nous, Shell aux Pays-Bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette reterritorialisation du global, elle a l'air comme ça de renationaliser un débat mondial, mais en fait, elle est polycentrique. C'est-à-dire qu'il y a des articulations très, je dirais, très intéressantes dans un contexte qui est particulier. Je vais y revenir. Il y a des articulations très intéressantes entre les échelles. Il y a l'échelle nationale, il y a des échelles territoriales. Il y a l'échelle nationale qui remonte au mondial. Et comment on fait ça, en fait? Pourquoi on fait ça dans ce contexte climatique? C'est parce que depuis 1992, et puis un peu avant, et par la suite, il y a eu les COP. Il y a eu les COP, il y a toute une organisation d'un réseau mondial, il y a toute une organisation scientifique, il y a des bandes de données, il y a une circulation de l'argumentation et de l'information qui fait qu'on en arrive, en fait, à articuler les échelles. On arrive à articuler les échelles. Alors, ce n'est pas une révolution au sens où on n'est pas en train de changer le système climatique par ses actions. En revanche, c'est l'un des leviers de pression sur les États alors qu'ils
n'avaient pas fait, c'est le moins qu'on puisse dire, tout leur possible. Et sur les entreprises, Shell, par exemple, a été enjointe de baisser, au même titre que l'État néerlandais, de 40% ses émissions de carbone. Elle s'est délocalisée des Pays-Bas au Royaume-Uni parce qu'elle a une double nationalité. Elle subit la même chose au Royaume-Uni. On verra ce que ça veut dire. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des possibilités d'articulation. Ça avait été aussi théorisé par Ostrom, hein, qui estimait qu'on délibérait convenablement, ou dans ces exemples pragmatiques, enfin de casuistiques d'études, c'était des communautés moyennes de 50 à 100 personnes. Donc elle estimait que sa cartographie s'adressait plutôt à ce type de communauté pour avoir une délibération efficace, mais par la suite, elle a étendu ses analyses à de la connaissance, à des communs plus mondiaux, et elle a organisé justement une théorisation de ce qui est polycentrique, comment on articule différents niveaux de délibération. Voilà, donc c'est évidemment, ça n'est pas facile. Évidemment, ça demande des contextes particuliers. Le climat est un bon exemple de ce qui est en train de se passer, même si, à nouveau, je le répète, le fait d'attraire son État ou sa carbone major, sa pétrolière, son entreprise pétrolière ou cimentière devant les tribunaux, n'est qu'un aiguillon pour rappeler des objectifs qui ont été actés dans des lois contraignantes, dans des textes contraignants, qui ont été actés parce qu'on arrive à cette conception d'un commun mondial à défendre. Voilà. Mais c'est l'une, je dirais, l'une des pressions possibles qui est en train de se passer et qui articule plusieurs échelles. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je pense qu'il y a d'autres réponses sur... Non, moi je trouvais, bon, vous aviez posé deux questions, mais je trouvais d'une certaine façon que c'était la même question, parce que le problème, la responsabilité, bon, au sens étymologique, c'est quand on peut répondre de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait, de ce qu'on a dit. Bon. Et l'échelle, c'est jusqu'à quel nombre, hein, y a-t-il une réponse possible? C'est-à-dire que si je suis interpellé individuellement, bon, je suis, moi, responsable de ce que j'ai fait. Mais la responsabilité collective, elle est réelle, mais elle est beaucoup plus difficilement évaluable, enfin, en tout cas numériquement, quantitativement. Bon. Et je ferai aussi une distinction entre deux types d'échelles. Il y a l'échelle de la délibération elle-même, c'est-à-dire combien on est à décider. Et puis, il y a l'échelle de l'enjeu. On peut être un certain nombre et prendre une décision qui va concerner beaucoup plus de monde que le petit groupe que l'on est, et qui même peut aller jusqu'à l'universel. Et pour moi, cette question-là, c'est la question de la représentation, en fait, dont on fait parfois un peu bon ménage, comme ça, comme si la question était soit insoluble, soit réglée. Moi, je trouve qu'elle continue à se poser, la question de la représentation, c'est-à-dire, au fond, on envisage là des situations dans lesquelles un groupe peut prendre des décisions pour ce qui concerne les intérêts bien au-delà de ces intérêts restreints ou locaux. Et pour ça, précisément, on a inventé politiquement la représentation. Est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle ne marche pas? Ça, c'est un autre problème. On en critique suffisamment aujourd'hui les modes de fonctionnement. Mais est-ce qu'on peut se passer véritablement de la dimension même de la représentation? Est-ce que ça ne serait pas dangereux, justement, de prétendre s'en passer, quoi? Pour moi, votre question me ramenait un peu à ce genre de préoccupation aussi, quoi. Je viens ajouter quelque chose, parce que là, je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet de la représentation, et quel type de représentation aujourd'hui, impliquant
des écosystèmes et impliquant, et là c'est en train d'être formalisé juridiquement, c'est une donnée très très importante, on a parlé de l'échelle spatiale, hein, vous parliez de l'échelle spatiale, et j'ai répondu sur l'échelle spatiale, mais en fait ce qui est en train de se passer est plus abyssal, c'est-à-dire que désormais on intègre dans la réflexion l'échelle transgénérationnelle. La Cour constitutionnelle allemande en 2021 a formalisé contre la loi climatique allemande le fait que les intérêts des générations futures, les devoirs de protection envers les générations futures n'avaient pas été suffisamment intégrés. On a des devoirs de protection envers les générations futures. Le Conseil constitutionnel français vient de lui emboîter le pas dans une décision très récente à propos de l'enfouissement des déchets nucléaires. Précisément, il y a toute une définition désormais des intérêts à considérer des générations futures. Donc, dans nos modes de représentation qui ne les ont pas inclus jusqu'à présent, c'est la même question pour les écosystèmes, comment on reformule le fait qu'il va falloir intégrer dans nos systèmes de représentation beaucoup plus qu'on le fait, les écosystèmes, les milieux de vie et le transgénérationnel, les générations futures. Voilà. Et ça, évidemment, c'est sur la table. Actuellement, c'est sur la table. Et c'est en train d'être formalisé. Il y a des définitions, des intérêts à intégrer et à penser. Donc, pour l'instant, on parle des droits fondamentaux pour c'est intégré au titre des droits des générations futures, pas des droits du devoir de protection des générations futures, mais à partir du moment où on commence à formuler, à s'exprimer en considération des intérêts des générations futures, bah vous allez construire en considération des intérêts des générations futures. Voilà, c'est un système d'intérêts à représenter qui va s'intégrer dans des réflexions, dans vos réflexions au jour le jour. C'est en train de ruisseler tranquillement. Voilà. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'enjeu est de savoir si elles auront encore un monde à habiter. Voilà, qui est la question qu'on a sur la table actuellement. Alors, on a le temps pour une dernière question ? C'est une question sur le dialogue entre vous, parce qu'on a, enfin bon, vous êtes des profils différents et donc vous ne parlez pas exactement de la même chose, mais en fait moi j'étais un peu choqué tout de suite, enfin juste avant, quand vous avez parlé d'urbaniser une forêt, même si c'était une forêt privée, etc., on a l'impression que ça n'avait pas beaucoup d'importance, qu'elle était privée dans tous les cas, comme la plupart des forêts françaises sont d'ailleurs privées. Et puis d'un autre côté, les habitants, globalement, vous nous avez fait comprendre, même si bon, c'est bien de les écouter, mais ce sont des emmerdeurs, quoi. Enfin, pardon du mot. Globalement, les habitants qui participent, et vous le savez très bien, les habitants qui participent aux concertations ou aux présentations de quartier, c'est 1, 2, 3%, enfin 3%, c'est encore beaucoup de la population du quartier. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent être un peu enquiquinants, qui viennent à ces concertations. C'est pas pour ça qu'ils représentent tout le quartier. Vous avez parlé de représentation. Et d'un côté, donc, vous avez parlé de la fragilité des communs, de ce côté extrêmement fragile de l'environnement, du commun, de l'effondrement de la biodiversité. Enfin, c'est 70% de la biodiversité qui a disparu. Et d'un autre côté, on nous dit, voilà, on a urbanisé une forêt, finalement personne ne s'est plaint, il y a 1000 habitants qui sont contents d'habiter dans la forêt. Si tout le monde habite dans la forêt, souhaite habiter dans la forêt, c'est une catastrophe, on continue la catastrophe. Donc peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose entre vous à éclaircir dans ce dialogue. Merci. Je pense pas avoir dit que les habitants étaient des emmerdeurs. Ils le sont parfois, mais je me suis évertué à dire tout à l'heure ô combien je pensais la nécessité de travailler, d'échanger avec eux, parce qu'ils ne sont pas que des emmerdeurs, mais ce sont des gens qui vivent la ville, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et il nous importe aussi de faire en sorte qu'ils s'approprient réellement les projets. Leur expliquer pourquoi les choses se font de manière totalement itérative. Donc
je pense que j'ai lourdement insisté sur la nécessité de travailler avec eux, donc je ne les considère pas comme des emmerdeurs, même si parfois ils peuvent l'être, comme tout le monde peut l'être. Et ce schéma itératif, c'est un sujet qu'on a traité avec eux sur cette forêt qu'on n'a pas urbanisée, puisqu'on l'a plutôt désurbanisée en quelque sorte, puisque j'ai laissé entendre qu'il y avait 11 hectares qui étaient imperméabilisés, qu'on en a désimperméabilisé 4. Donc en fin de compte, on a offert encore plus de nature qu'il n'en existait. Après, il y a des habitants, effectivement, qui vont se balader sur des voies qui existaient, que l'on a confortées. On a des espaces qui sont réellement communs, entre de l'espace public et de l'espace privé sans clôture, où les gens vivent au milieu des arbres, sur des espaces qui étaient... on a construit tout simplement sur l'empreinte des bâtiments qui préexistaient. Ma question n'était pas... J'ai plutôt bonne conscience sur le fait d'avoir réalisé cette opération, d'offrir un cadre de vie très qualitatif à des gens, à la fois des gens qui ont des moyens et puis d'autres qui ont moins de moyens, parce qu'il y a également du logement social en nombre sur cette opération. Donc, j'ai pas de sujet de conscience. Je répète, on a largement désimperméabilisé. Il y a plus d'arbres qu'il y en avait préalablement. Mais la question que je me suis simplement posée, c'est est-ce que offrir ce nouveau quartier à plus d'habitants, à la fois les gens qui y vivent, mais au reste de la ville, où le sacraliser, le sanctuariser était la meilleure solution. Voilà, j'ai pas de réponse à ça. Mais en tous les cas, je n'ai pas construit en forêt. J'ai utilisé des espaces qui étaient déjà construits. Très bien, je vous remercie beaucoup pour vos présentations et pour les échanges qui ont suivi. Et je vous propose de nous retrouver dans 3 semaines pour le 5e débat autour des questions d'imaginaire et écologie avec Bruce Bégou, Yves Citon et Anne Simon. Merci et bonne soirée.